Bonjour les amis, j'aurais plutôt dire bonsoir, que vous pouvez le voir, il commence à faire un petit peu nuit dehors, mais c'est pas grave, nous allons faire quand même cette première foire aux questions. D'ailleurs, je tiens à vous remercier, vous avez été très nombreux à répondre. Je pourrais pas répondre à toutes les questions, ça prendrait vraiment trop de temps, on ferait une vidéo beaucoup trop longue, et c'est pas le but, ça forcerait à faire une vidéo vraiment trop barbante pour vous, qui serait beaucoup trop longue. D'ailleurs, on réfléchira un petit peu plus tard sur la formule, est-ce qu'il faut le faire en questions différées, en live, on verra. Enfin bref, fin de la parenthèse. Et du coup, j'ai sélectionné quelques questions. Certaines sont vraiment utiles, elles vont vraiment vous aider. D'autres sont pas très utiles, mais c'est pas grave, parce qu'on est là aussi un petit peu pour rigoler. Donc voilà, on va commencer. Première question de Christopher qui demande: comment fait-on pour rentrer dans une marque de pêche? Alors Christopher, c'est le rêve de beaucoup, effectivement, le sponsoring, les aides de matériel, de se dire voilà, je vais être sponsorisé par une marque, je vais plus payer de matériel, c'est la fête, je vais pêcher, ça a un coût zéro. Rares personnes qui sont aidées par des marques. Il faut savoir que les marques ne donnent pas du matériel ou font du prêt de matériel ou font des prix sans rien en contrepartie. Il y a plein de contreparties. Un pêcheur sponsorisé va passer beaucoup de temps sur les salons, à écrire du contenu, à être visible, donc on est les pieds de tous. Attention, ce n'est pas si évident que ça. Donc si tu veux poser ta candidature auprès des marques, je t'invite donc à leur faire un petit courrier comme une lettre de motivation. Tu vas expliquer qu'est-ce que tu as déjà fait à la pêche, tu as fait de la compétition ou pas, c'est pas obligatoire. Quelle est ta présence sur les réseaux, est-ce que tu as un blog, est-ce que tu écris des petites choses. Qu'est-ce que tu fais dans la vie associative? Ça aussi, c'est très important. L'empreinte du pêcheur, qu'est-ce qu'il apporte à la communauté? Qu'est-ce qu'il apporte aux pêcheurs et à la pêche? Être partenaire d'une marque, ce n'est pas que gagner quelques concours et dire voilà, je suis un champion de mon quartier, je peux maintenant prétendre avoir quelque chose par les marques. C'est également organiser des épreuves, faire vivre la pêche, les écoles de pêche, l'associatif, plein de choses. Donc c'est très varié en fait. Donc si tu penses que tu as des compétences et que tu as des qualités à apporter à une marque et que ça va pouvoir être bénéfique à la marque, car elle ne fait pas ça gratuitement, il faut qu'elle puisse en retirer quelque chose. C'est pas juste du mécénat ou du geste commercial bête. Je t'invite à écrire ta lettre de motivation donc d'une manière bien formulée auprès des marques en expliquant pourquoi il serait important que tu rentres dans la marque ou que tu aides la marque, qu'est-ce que tu peux leur apporter, qu'est-ce que tu espérerais faire pour eux et voilà et à voir après si d'autres personnes te répondent. Donc je te souhaite bonne chance dans tes démarches. Donc deuxième question de Audrey qui demande comment devenir un bon pêcheur. Ça c'est certainement un message caché pour approche pêcheur qui est, je lui dirais simplement de regarder NetPêche, de regarder les articles, les vidéos, voire acheter les vidéos, ça c'est bien d'ailleurs, acheter les vidéos. Non, pas forcément. Non, plus sérieusement, le plus important c'est d'aller au bord de l'eau, d'aller à la pêche, si possible de ne pas y aller seul, de s'entraîner à plusieurs, de partager son expérience, essayer des choses différentes. Vous verrez qu'à la fin de la partie de pêche, vous pourrez faire le débrief et ça vous permettra de réfléchir un petit peu à tout ce qui s'est passé. Et c'est souvent là justement qu'on apprend le plus de choses et qu'on s'améliore. Voilà, allez, bon courage. Mais ça marche quand même de regarder les vidéos NetPêche. Troisième point, c'est Tony qui dit belle initiative, merci. Donc merci Tony, je le prends et c'est pas une question, mais voilà, ça me fait très plaisir de le mettre là. Quatrième point, c'est Rémi qui nous dit waouh, idée de génie cette FAQ. Personne n'avait fait ça jusque-là. Je te sens un petit peu moqueur Rémi et c'est pas parce que la pêche au cou a du retard par rapport à d'autres activités qu'on doit pas se mettre dans le bain. Donc oui, d'autres l'ont peut-être fait avant, dans d'autres activités, mais c'est pas grave, on va le faire quand même. Et comme je vous disais, cette fois-ci c'est en différé, mais on verra. Vous me direz dans les commentaires si vous préférez faire du direct, en différé, si des fois il faut faire un peu de recherche et documentation. Voilà, écoutez, c'est dans les commentaires que ça se passe. Allez, prochaine question. Ah si, juste en bas de la boutade, Rémi a mis une petite question. Comment faire pour maintenir les poissons blancs sans attirer les carnassiers? Bah écoute, il y a deux choses. Quand il y a beaucoup de carnassiers, en général, il faut éviter de trop nuager. Ça attire les perches, ça attire les cendres. Donc je t'invite à pas trop utiliser de terre de somme. Ça c'est le premier point. Ou pas trop de colorants traçants. Alors l'amorce ne sera pas forcément sombre, elle peut être claire aussi, ça va dépendre du fond. Si ton fond est clair, tu feras une amorce claire. Et évidemment, si ton fond est sombre, tu feras une amorce sombre. Voilà, ça c'est le premier point. Comme tu l'as peut-être vu dans le troisième magazine NetPêche avec Jean et Kevin, on peut tout à fait en hiver, par exemple, prendre des brochets au verre de vase. Quand ils ont faim, ils attaquent, il y a des poissons, il y a un verre de vase, ils le prennent en même temps. Je t'invite pour une grosse partie de la saison, si possible, quand tu as une belle quantité de blanc, à utiliser des graines. Le fait d'agréner du blé, du chènevis, en général, c'est vraiment rare, sauf si le poisson, c'est un poisson de foire et qui est dans les parages. En général, tu prendras que des blancs ou des carpes, mais tu ne seras pas trop embêté avec les carnassiers. Donc ça, en général, les graines, ça marche très bien. Et pas que quand il fait chaud. Une autre question de Rémi qui nous demande à quand des coupelles flottantes. Alors, il existe déjà des coupelles de sion flottantes, mais
plus rare, il existe également déjà des coupelles pour kit coupelle flottante. À ma connaissance, il en existe une, c'est la Frenzy Big Daddy. C'est vraiment un gros modèle donc, qui permet de bien flotter, charger et d'emmener ta coupelle sur ton cou. D'ailleurs, je te mets une petite photo là sur le coin pour que tu puisses voir à quoi elle ressemble. Et je vais également mettre le lien dans le descriptif, comme ça tu pourras directement aller sur la site de Frenzy pour trouver ce modèle. Alors, nouvelle question, cette fois-ci c'est Mickaël Martin qui me la pose et j'avoue que je suis plutôt content qu'on ne soit pas en direct parce qu'il a fallu que je me documente un petit peu. J'ai déjà la base de la réponse, mais je préfère être un petit peu plus précis pour t'apporter quelque chose de correct, Mickaël. D'ailleurs, moi aussi c'est Mickaël, cool, bravo. Donc Mickaël demande quelle est l'efficacité des vers de terre par rapport au pinky et au gozer. Pour lui, ça ne paraît pas évident. Pour moi, le ver de terre, c'est lèche vivante qu'on peut utiliser, qui est certainement la meilleure de très très loin. Pourquoi c'est hyper sélectif, c'est génial pour la tanche, pour les gros gardons, pour les brèmes, pour les carpes. Des vers de terre hachés menus pour la carpe, mais je pense que c'est imbattable. Pourquoi c'est imbattable, tu vas me demander? Écoutez, j'ai oublié ma petite pipe pour parler du sujet, n'est-ce pas? Mais encore, mais c'est une des plus vieilles hèches du monde qui existe. Oui, en fait, Mickaël, son succès, à mon avis, vient de son anatomie et plutôt de sa composition. Donc ça, je vais peut-être pas t'apprendre grand-chose pour le moment, on le sait à peu près tous. Les vers de terre sont riches en protéines. 70% de leur masse corporelle est composée de protéines, comme de la viande en fait. Et pas loin de la farine de poisson, bizarre. Les acides aminés sont hyper importants pour l'alimentation, la digestion et donc la vie. Et les vers de terre sont justement composés d'énormément d'acides aminés essentiels. Donc les acides aminés essentiels, ou dits indispensables, ne sont pas fabriqués par l'organisme. Or, les poissons en ont besoin et doivent les trouver par l'alimentation. On peut imaginer qu'un ver de terre qui sera coupé va relâcher justement des acides aminés. Et le poisson, en le détectant par ses récepteurs, va aller droit au but. Ou peut-être plus simplement qu'un ver de terre, ça ressemble à un verre d'eau et qu'on trouve dans l'eau. Si tu as déjà tiré des vers de vase, ça a dû t'arriver dans la vase, on trouve des vers qui ressemblent à des vers de terre. Ce ne sont pas des vers de terre, mais est-ce que c'est juste la ressemblance? Je ne sais pas. Mais je pense que le coup des acides, on est sur la bonne voie. Et quand on voit les carpistes qui sont à fond dans les acides aminés, dans les attractants, et le ver de terre en est plein, on est peut-être sur... J'espère t'aiguiller sur la bonne voie. Chouette. D'ailleurs, s'il y a des chimistes, des docteurs en biologie et autres, n'hésitez pas dans les commentaires à mettre un petit message, parce que s'il y a quelque chose à dire en plus, allons-y, faisons-nous plaisir. Merci. Alors, nouvelle question de Jean-Louis qui me demande comment couper ses sions pour sa grande canne. Alors, à minima, que ce soit avec une tulipe interne ou externe, je fais toujours en sorte que le diamètre intérieur de mon sion soit au moins 1,5 fois supérieur au diamètre de l'élastique, ce qui permet, même quand il y a traction ou en fonction de l'angle du clit, s'il est aplati, de toujours bien coulisser. Voilà. Et d'une manière générale, je coupe très fort mes sions. Pourquoi? J'aime bien aligner la longueur des kits petits poissons et gros poissons exactement à la même longueur. Pourquoi? Si j'utilise la même canne, que je commence à pêcher avec des kits petits poissons, et que les gros poissons s'installent et que je dois utiliser un kit gros poisson. Mon kit gros poisson, si je le taille plus court parce que j'ai mis un élastique plus gros, du coup les kits ne sont pas de la même longueur. Ce qui peut impliquer que je ne pêcherai peut-être plus tout à fait au même endroit. Et ça peut être un problème. C'est pas obligé, mais ça peut être un problème. Donc je préfère tout couper à la même longueur. En général, sur une mission monobloc, j'enlève 30 bons centimètres. Donc je me retrouve avec une sortie de 4 mm et demi. Alors oui, c'est beaucoup, mais au moins je suis sûr que tous les kits sont à la même longueur. Et ça a un autre avantage, comme vous allez le voir sur la photo tout de suite. En utilisant plusieurs tulipes les unes dans les autres, ça permet d'éloigner l'élastique du bord du sion, du carbone, et du coup il glisse beaucoup mieux. Alors si vous mettez ça avec le brin suivant avec une entretoise, je peux vous garantir que vous avez une glisse mais incomparable. Alors nouvelle question, c'est Bertrand qui nous demande comment monter des lignes à la vitesse supersonique, help. Alors c'est vrai, moi aussi, je suis pas un rapide sur le montage des lignes. Néanmoins, je peux te donner quand même 3 astuces. La première astuce, c'est d'utiliser une pince et pas tes dents. Non, je plaisante. Choisis une bonne pince qui va te permettre de bien sentir la pression. Si tu prends une pince type style, ça ne sert pas assez. Si tu prends une toute petite pince plate, ça va pas aller. Faut essayer. C'est pas facile. Dès qu'on trouve une référence, c'est dur d'en retrouver après dans les magasins de bricolage. C'est jamais les mêmes. Les marques changent tout le temps. D'ailleurs, je vais te mettre juste ici une photo de la mienne pour que tu puisses voir. Je crois que je les ai même pris grande surface, Auchan ou un truc comme ça. Tu vois, dans les petits rayons bricolage, elles sont bien. Ça fait des années et elles marchent encore nickel. Sinon, bien évidemment, la qualité des plombs est importante. Si ton plomb est bien centré, tu n'auras pas trop de pertes et du coup, tu gâcheras moins de plomb. 2 marques sont vraiment réputées à ce jour.
ce sont les Ignesti. Je te recommande les Ignesti avec l'étiquette jaune et les plombs durs qui sont un petit peu mieux centrés que l'étiquette orange en plomb tendre. Pour aider au centrage des plombs, tu peux également utiliser l'astuce de Didier, donc présent dans la vidéo du deuxième magazine Net Pêche. Il montre comment aligner des plombs quasi automatiquement en pressant d'abord le fil 3 fois qu'une pince plate. Et sinon, j'ai une astuce bonus, c'est l'astuce du moment, j'espère. Enfin, on verra si les résultats de pêche le confirment ou pas. Cette année, j'ai décidé, comme j'ai pas beaucoup de temps pour le montage des lignes, de monter la grosse partie de mes lignes pour les pêches de fond classiques, donc avec des montages olivettes. Et on en parlera certainement un petit peu plus tard dans la saison en fonction des résultats. Un petit mot de Vincent qui dit « Ne lâchez rien ». Merci Vincent. Une question de Tony qui demande « Peux-tu donner une recette maison pour pêcher la carpe à la patte ?» Alors je vais être honnête avec toi, je ne vais pas te donner, tout simplement parce que je n'en utilise pas. J'ai fait quelques essais ça et là, mais je sais pas. En général, je me prends pas la tête, donc on trouve des belles pattes pour pêcher la carpe chez Sensage, chez Baittech. Il y en a certainement plein d'autres que j'ai jamais essayé, qui mériteraient d'être essayés. Pour ce que j'ai pu essayer jusque-là, donc j'utilisais beaucoup la Sensas IM5, de la Baittech Karma ou J Green, et ma préférée sur les poissons sauvages, l'Halibut méthode mix, un truc de dingue. On l'a déjà vu dans des reportages magazines que j'avais fait. Mais en exclu, tu l'as peut-être vu sur la vidéo du salon de la carpe à Montluçon. J'ai filmé quelques séquences sur le stand de Bouillette Maison. J'ai pu voir des recettes et des pâtes vraiment prometteuses. Tu trouves d'anciens membres de l'équipe de France de pêche à la carpe en batterie. Donc Mathieu risque bien de nous faire des recettes de fou pour la carpe au cou. Et c'est Hugo, ancien membre de l'équipe de France de pêche à la carpe, qui la vend en exclusivité sur son nouveau site carposhop.fr. C'est une boutique dédiée exclusivement à la pêche de la carpe au cou et aux méthodes. Allez y faire un petit tour et vous allez voir, c'est top le choix. Il va à l'essentiel que sur des beaux produits. Avant-dernière de question de Patrice qui demande quel fil utiliser à l'anglaise pour utiliser un flotteur de 20 grammes et pêcher à 50 mètres. Ce ne sont ni des poids de flotteur ni des distances très communes. On ne pêche pas souvent de cette manière-là. Alors, on n'a pas toujours le matériel adapté pour ça. Si tu as une canne puissante, je t'invite à mettre directement à 20 ou 22 centièmes, une 4,50 m, puissance 10, 25, 10, 30 grammes par exemple. Tu l'enverras sans problème, mets directement un fil raide, ça évitera de mêler, tu seras tranquille. Donc si tu n'as pas de canne trop puissante, de type action médium, il va falloir tricher un petit peu. Donc je t'invite dans ce cas-là à faire un arraché. Donc on va faire un arraché en 20 ou 22 centièmes, d'une longueur à peu près qui rentre à 2 fois la longueur de la canne. Il est important que ton nœud de raccord raccordant donc ton arraché au fil de ton moulinet, ce soit dans la bobine. Car s'il est en plein milieu sur la canne, quand tu vas lancer avec la tension, tu risques peut-être de casser le nœud au bout de quelques lancers. Donc très important d'avoir à peu près 1,5 fois à 2 fois la longueur de la canne. Ça va dépendre de la distance que tu laisses entre ton flotteur et ton sion. Plus la distance sera importante, si tu pêches avec le flotteur près de toi ou près du sion, plus il faudra que ton arraché soit long pour que ton nœud arrive dans la bobine. Donc dernière question, c'est Francky, oui le fameux Francky, vous connaissez tous, Franck Butavant, qui demande, je crois qu'on l'a déjà assez dit comme ça un peu sur les réseaux en sous-entendu, peux-tu m'en dire plus sur le 4e numéro de Net Pêche Magazine? Bah écoute, j'ai décidé de prendre un pêcheur, un petit jeune qui débute. Non, je rigole. Non. Bah écoute Franck, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, on peut déjà le dire, effectivement, le 4e numéro de Net Pêche Magazine qui paraîtra tout début avril sera avec Franck Butavant, justement, qui est un super pêcheur bien sympa. Vous le suivez déjà certainement sur les réseaux sociaux, c'est une crème. Il pêche très bien au feeder. On a fait les premiers numéros sur de la pêche au cou traditionnelle. Là, on va attaquer pour la partie estivale du feeder, de la carpe au cou, peut-être de la pêche exotique que vous n'avez pas encore vue. En France en tout cas. Bon, je n'en dis pas plus. En tout cas, 4e numéro, c'est avec Franck Butavant. Et là, on va vraiment bien rigoler. C'est un super moment. Voilà les amis, cette première foire aux questions est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires, à partager si ça vous a plu. Dites-moi surtout si vous voulez qu'on refasse sur cette formule-là, que je puisse préparer un petit peu, ou si vous préférez d'autres formules, des lives ou autres. Vous êtes les spectateurs, donc vous avez aussi le droit de parole, car tout ça, si ça marche, on le fait ensemble. Bon, bah là, je vais ranger parce qu'il fait bien nuit. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. Amusez-vous, allez à la pêche. Allez, ciao, bye bye. Putain.